Chère Antonine, nous sommes à ce jour, lundi 23 mars, éloignés l'un de l'autre dans des circonstances inouïes et particulièrement inquiétantes. Tu as décidé de rester en Italie, pays où actuellement le virus qui fait trembler le monde atteint les taux de mortalité les plus élevés et où pourtant les conditions sanitaires pour y faire face laissent nettement à désirer. Pays aussi où la frayeur, pour ne pas dire une certaine forme de psychose, s'est emparée sans réserve des pouvoirs politiques et médiatiques, mais aussi de la population. Comment réprimer en moi cette inquiétude sourde et virulente, celle d'un père en face du danger bien réel qui menace sa propre chair, son enfant. Quoi qu'il en soit, je respecterai toujours tes choix et t'accorde une nouvelle fois ma confiance. Je te connais. Je te sais capable de puiser en toi l'énergie et les ressources nécessaires qui t'aideront à vivre ces moments difficiles, aussi inattendus qu'imprévisibles. Tu l'as compris. Ce n'est pas de mon inquiétude ni de celle de ta mère qui est à mes côtés dont je souhaite te parler. Je souhaite bien plutôt te faire part de mes impressions et de mes réflexions sur ce qui nous arrive, à nous tous, les hommes et les femmes de ce monde, devenus en l'espace d'une semaine si fragile, dans l'espoir que cela te puisse être utile. De fait, tous s'accordent à dire que cette situation totalement inédite provoquera l'avènement d'un nouveau monde et l'effondrement systématique de celui que nous avons connu et dans lequel nous vivions avec tant d'insouciance. Outre la désolation des familles qui pleureront leurs morts sans pouvoir même être à leur côté, nous attendons un impact redoutable sur l'économie mondiale et sur chacun des pays concernés. En effet, un monde qui place l'économie à la tête de toute activité humaine, la supposant capable de résoudre toute difficulté, sur le plan collectif ou individuel, un monde qui de plus, en matière d'économie précisément, ne mise que sur la croissance, la production et la consommation comme unique planche de salut, dès lors que ce monde s'arrête, car le monde est désormais à l'arrêt par le confinement de la majorité de sa population dite active, celle qui le faisait croître, dès lors que ce monde s'arrête de produire et de consommer, dès lors que ce monde s'arrête de croître selon ses paramètres économiques, ne serait-ce que quelques jours, c'est un monde qui périt et qui s'effondre misérablement, tout aussi colossal, puissant et riche, pouvait-il paraître. Mais ce qui est de prime abord le plus redoutable cache souvent d'autres bouleversements qui, à long terme, s'avèrent plus fondamentaux et plus cruciaux. Cette réorganisation contrainte de l'économie mondiale va entraîner une réorganisation parallèle des valeurs, des dogmes et des croyances qui régissent nos sociétés, notre quotidien et nos vies en général. Ce qui était promu et adulé hier sera rejeté et banni demain. Les héros de la veille seront proscrits et décriés. Certains seront considérés même comme responsables de ce qui nous arrive. Et qui pourrait dire maintenant quelles sont les valeurs, les dogmes, les hommes et les femmes que le monde décidera de suivre? Qui sait surtout quel monde nouveau nous allons bâtir? Sera-t-il meilleur ou pire? Dieu seul le sait. Ce que l'on peut présager, c'est que c'est un tout autre monde que nous retrouverons à la fin de notre confinement. Car celui que nous avons connu est bel et bien fini. En plein milieu de cette crise sanitaire, l'on doit veiller bien sûr à se protéger et à préserver sa santé et celle de ses proches. Mais il apparaît tout aussi important et capital de comprendre le mouvement des valeurs et des croyances qui va s'opérer, car ce sont elles qui font que le monde dans lequel nous vivons est tel qu'il est. À ce titre, je fais partie de ceux qui pensent que cette situation de confinement est une occasion inédite pour chacun de considérer et d'évaluer à nouveau les manières de vivre que nous suivions précédemment. Il faut le dire, il faut le redire, avec tant d'insouciance.
car, entre plusieurs valeurs et manières de vivre, il reste possible à chacun de choisir celle qui apparaîtra la meilleure, non pas seulement pour lui seul, mais à la fois pour lui et pour l'humanité à laquelle il appartient. C'est ici que cette situation de crise bien alarmante montre néanmoins une perspective d'ouverture, car à l'issue de cette réévaluation de nos manières de vivre, c'est sans aucun doute la perspective d'un monde meilleur qui apparaît, pour chacun et pour tous. Dans toute l'histoire, l'homme n'a jamais eu à sa disposition autant de puissance technique et matérielle, ni autant de richesse. C'est la face lumineuse de nos sociétés de production et de consommation que d'avoir été capable de générer une telle puissance et une telle richesse qui dépasse l'entendement du commun des mortels. On le dit souvent, l'homme est capable avec de tels moyens de faire vivre 10 planètes comme la sienne. Mais immédiatement apparaît la face sombre de ces mêmes sociétés. Ce sont bel et bien les réserves de cette planète qui s'épuisent à une vitesse qui semble irréversible, puisque l'homme riche et repu vit actuellement comme s'il avait 10 planètes à sa disposition. Ce sont aussi les dommages tout aussi irréversibles que notre seule planète subit. Mais le plus aberrant, c'est de constater que cette puissance matérielle et technique exponentielle, ces richesses accumulées, contrairement à ce qu'on croyait, génèrent en proportion égale des crises, des guerres et des conflits en tout genre entre les hommes et les femmes qui tiennent visiblement à cela partagé par la haine, la dispute, la compétition et la violence. C'est là, hélas, 3 fois hélas, notre manière de vivre. La crise sanitaire que nous traversons est sans doute l'une de ces conséquences directes et nuisibles de nos manières de vivre, puisqu'on veut toujours plus, alors qu'on a infiniment de trop. Puisqu'on accumule, on agglutine, on détruit, on jette derrière soi, on pollue, sans s'en soucier, sans y même jeter un œil, et cela dans la plus étroite promiscuité. Dans toute son histoire, l'homme n'a jamais été aussi puissant et riche, mais l'homme ne s'est jamais autant nui à lui-même, que ce soit dans ses relations à l'autre, ou que ce soit dans sa relation à soi. Qui aurait pu croire qu'autant de richesses serait la source d'autant de misère et de détresse humaine, que ce soit par excès de consommation pour quelques-uns, ou que ce soit par la pauvreté de beaucoup d'autres qui, aberration ultime, est la conséquence de l'indécent excès de consommation des premiers. Le confinement que nous vivons est une occasion inespérée pour chacun et pour tous de commencer un dialogue avec soi et ensuite avec les autres. Dialogue nécessaire afin, d'une part, de reconsidérer les valeurs et les manières de vivre du monde que nous laissons derrière nous, et d'autre part, de concevoir et de se préparer au nouveau monde que nous allons bâtir. Cette occasion est inédite, sans précédent, inouïe. Saisissons-la. Voici donc les réelles motivations de cette série de lettres que je m'apprête à t'écrire, à te lire et à te transmettre sous forme audio. Non pas te charger d'une inquiétude supplémentaire, celle que nous éprouvons, ta mère et moi, en tant que parents. Inquiétude bien légitime certes, mais bien inutile à des enfants qui s'apprêtent à relever un tel défi. Je souhaite bien plutôt te proposer des pistes réflexives et des outils pour faire face à cette situation qui est la nôtre et qui concerne maintenant une grande majorité de la population mondiale, pour entamer une réflexion de fond et, enfin, t'armer pour rejoindre toutes celles et ceux qui, je l'espère en grand nombre, s'apprêtent à bâtir des sociétés bien meilleures que celles que nous avons connues. Ces outils que je vais te proposer ne sortent pas pour toi de nulle part. Tu m'as toujours connu le nez et la tête dans les livres de philosophie. Si tu savais à quel point cette philosophie a été salutaire pour moi et pour le cadre familial dans lequel tu as grandi. Sans elle, je crois, que je serais au bord de l'abîme, comme beaucoup de personnes semblent l'être aujourd'hui, déroutées, saisies par la panique ou pétrifiées. Tu sais que je ne te parle pas de philosophie d'école où il s'agit de discuter beaucoup, avec des termes compliqués et vides de sens,
sans jamais surtout confronter ses discours à ses actes. Lors de mes recherches, je me suis rapidement dégagé de cette manière de faire, je me souviens aux grandes dames de mes professeurs, pour me rapprocher le plus rigoureusement possible de ce qu'on a appelé la philosophie comme manière de vivre, c'est-à-dire une philosophie qui, bien sûr, est d'abord un discours, mais discours qui contient directement les moyens de vivre au plus près de ce qu'il énonce. Je te parle donc de la philosophie de Pythagore, de Socrate, et de celle de leurs disciples qui les ont suivis. Philosophie au départ païenne, mais qui par la suite s'est vue intégrée dans la philosophie chrétienne. Comme tu le sais, j'ai eu la chance de mener une étude scientifique et académique pendant plusieurs années sur ce type de philosophie. Jour après jour, elle est devenue pour moi la principale ressource de mon existence. Elle m'a donné les outils pour apprécier à sa juste valeur ce lot de vie qui m'a été donné et surtout réorganiser ce lot avec méthode en fonction précisément de la conscience nouvelle de cette valeur d'existence. Cela dit, un philosophe n'est pas seulement un être humain qui trouve la voie qui le rendra heureux. Il est surtout un être social qui a intégré très profondément le facteur collectif dans son bonheur et le rôle qu'il doit tenir dans ce collectif, sans lequel aucun bonheur ne lui sera accessible. Je sens au plus profond de moi qu'il est temps maintenant de partager le fruit de mes recherches qui trouvera, j'en suis sûr, des oreilles qui en feront un bon usage. Les temps sont mûrs. Ce confinement est donc aussi pour moi l'occasion de ramasser par écrit ce qui m'apparaît le plus utile pour aider chacun à mener une réflexion sur soi, sur ses manières de penser et de vivre, et ainsi ressortir comme un homme ou une femme nouveau en vue d'un nouveau monde et de nouvelles relations humaines. À cette petite précision près, ne sois pas surprise si au terme de ta lecture et de ta méditation personnelle, les idées, les conclusions et les moyens sur lesquels tu te seras accordé te donneront l'impression finalement de n'avoir rien appris que ce que tu sais déjà au plus profond de toi. Car qu'est-ce que la philosophie, sinon cette pratique et cette science qui permet à chacun, comme le disait Socrate, de se ressouvenir de ce qu'il sait déjà. Toujours est-il que cette philosophie dont je souhaite t'entretenir sera pour toi et tes proches, pour la communauté aussi, dans et pour laquelle tu vivras, un moyen solide et sûr de faire face le plus sereinement possible aux défis et aux difficultés que notre nouveau monde nous réserve, qu'ils deviennent meilleurs ou pires. Mais procédons par ordre et méthode. Je te propose tout d'abord, dans ma prochaine lettre, de nous mettre d'accord sur une analyse de la situation actuelle, sur base de quelques informations choisies dans celles qui nous parviennent, et sur la base aussi du présupposé suivant. Cette situation est le résultat, d'une façon ou d'une autre, des manières de vivre que nous avons suivies jusqu'à présent. Ensuite, dans les lettres suivantes, je tenterai de mettre en lumière les besoins que ces manières de vivre étaient censées satisfaire. Il s'agira aussi de mesurer de quelle manière ces besoins identifiés étaient réellement satisfaits. Enfin, nous verrons s'il n'y a pas lieu d'identifier d'autres besoins ou bien d'opérer une nouvelle hiérarchisation de nos besoins, et cela grâce aux outils réflexifs que nous a légués la philosophie de type socratique. Sur ces mots, mon Antonine chérie, je t'embrasse de tout mon cœur et te transmets l'affection tendre et entière de ta mère qui est à mes côtés et qui tremble comme moi de te retrouver très bientôt.